Donc Marc de Courville va nous faire plaisir de vous présenter son retour d'expérience. Voilà, dans le domaine Android autour des tablettes et des produits Arcos. Donc deuxième constructeur français, donc on peut être fier de nos constructeurs qui sont en France. Bonsoir. J'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer. Vous êtes des développeurs d'applications, nous on est plutôt des hard 2 et aussi des soft 2 puisqu'on développe, donc on touche vraiment surtout à l'Android Framework et donc on développe moins d'applications. Donc je vais parler un petit peu de ce qu'on fait. Donc on vient de lancer sur le marché des tablettes Honeycomb. C'est notre 9e génération de tablettes Arcos. On a pas mal d'historique. Donc je vais essayer de le couvrir juste pour expliquer un petit peu les innovations qu'on a faites au cours de notre existence. Donc on a lancé vers 2000. Arcos est une boîte qui a à peu près 20 ans d'âge. Donc on a lancé en 2000, c'était notre entrée multimédia en faisant des disques durs qui savaient lire des MP3. Donc au départ, on maîtrisait complètement l'operating system. Donc globalement, on avait notre propre temps OS, temps réel, sur ces premières générations. Donc en 2002, on se différencie en fait en mettant un disque dur qui savait lire de la vidéo. Donc là, on est passé d'une dimension à deux dimensions au niveau de la vidéo. Et après, on a continué en fait sur un OS toujours propriétaire. On s'est ouvert, on a fait la transition en 2005 avec Linux, avec le PMA 400 qui utilisait Qt, qui était le premier MID connecté puisqu'il avait une connexion Wi-Fi. Et après, on a continué sur Linux et on continue toujours sur Linux parce que l'Android c'est quand même du Linux. Mais on a changé. Donc on a changé, on s'est métamorphosé. Donc je ne vais pas trop vous embêter avec, on va plutôt l'illustrer. Donc en 2009, quand je suis arrivé à Arcos, en fait on a pris le tournant Android. Donc on a essayé d'utiliser, en fait de se concentrer sur l'innovation et disons de ne plus travailler autant sur l'operating system. Donc avant on avait un Linux from scratch et on est arrivé vers le monde dans l'Android en 2009. Donc on avait tout notre univers multimédia, c'est ça notre différenciateur, qui coexistait à l'époque avec l'Android, tant bien que mal, c'est-à-dire, je pense qu'on faisait un petit peu comme parole à des moments donnés, on avait le frame buffer, on attaquait directement tout pixel, gate pixel, donc on a continué toute notre expérience multimédia, on l'a intégré petit à petit dans le monde Android. La transformation complète, notre métamorphose ou mutation Android, c'est vraiment opéré, je dirais, avec notre génération 8 l'année dernière. On a sorti 5 produits Android avec un seul logiciel. Et la particularité, c'est qu'il arrivait à se transformer et gérer des écrans de 2,8 pouces à 10,1 pouces. D'accord ? Donc on était les premiers vraies tablettes, je dirais, Android qui sont arrivées sur le marché, avant tout le monde. Donc, le désavantage, en fait, on était avant Honeycomb, donc c'était quand même un grand téléphone, il n'y avait pas de UI, toutes les applications étaient agrandies vers une tablette haute résolution, donc ça nous a demandé pas mal de travail. Donc voilà ce qui est arrivé. Donc qu'est-ce qui se passe cette année ? Alors cette année, qu'est-ce qu'on a de nouveau? C'est qu'avant, on se positionnait, on était toujours, en fait, quand on regarde une device Android, pour qu'elle soit certifiée Google, il faut qu'elle respecte un certain nombre de critères hardware. On a toujours été différents. À chaque fois, on n'arrivait pas à s'entendre avec Google, on parlait toujours avec Google, mais on ne pouvait pas être certifié par nature. Et donc on restait en fait un non-téléphone dans l'ombre, mi-tablette, et quand même quelque chose, un animal un peu à 5 pattes. Et cette année, ça a changé parce que Honeycomb est sorti et on est arrivé à être une tablette certifiée, vraiment complètement certifiée. D'accord ? Une autre chose aussi, où est-ce qu'on est différent, parce que vous allez me dire, il existe plein de tablettes Honeycomb, on est la seule tablette qui n'est pas basée sur un processeur Tegra 2. Voilà. On utilise un processeur un peu plus puissant, qui est en fait un OMAP 4, qui est un dual-core ARM Cortex A9, c'est pas un ARM 9, c'est un ARM Cortex A9, donc qui pédale quand même très très vite, et avec un SGX 540 qui est la puce Imagination pour le graphique. Donc on a de très bonne performance. On a plusieurs modèles, en fait on utilise plusieurs types de processeurs.
du 1 giga dans les premières tablettes qui sont sorties. Là, il y a les 1,2 giga qui sortent actuellement, version turbo, qui est de l'OMAP 4430. Et on a tous parlé du 1,5 giga OMAP 4460. Donc il existe. Donc je vais faire une petite première parce que je vais en montrer un. Ok, vous n'allez pas voir la différence parce que quelque part j'ai juste une étiquette dessus, mais je peux vous montrer les benches et les applications. Ça c'est un 4460 qui tourne à 1,5 giga. Pour vous dire, le seul produit qui utilise du 4460 actuellement, c'est le téléphone Samsung Nexus 4G qui vient de sortir sur Ice Cream Sandwich. Il est à 1,2 Go dual core et nous c'est du 1,5 Go. Donc c'est la première tablette et c'est le premier produit Android basé sur des TI à 1,5 Go. Donc ça, pourquoi c'est pas évident de sortir un tel produit? Parce qu'il faut savoir le refroidir, parce que quand on monte à 1,5 Go, disons, ça chauffe. Donc nous, on a une certaine expérience à Arcos parce qu'on a déjà fait des tablettes basées sous Windows 100 ventilateur. Donc on sait aussi refroidir de l'Intel. Donc on a mis au service de la tablette à peu près les mêmes technologies pour pouvoir avoir de très bonnes performances et, disons, soutenir le 1,5 GHz pendant pas mal de temps. Donc on a un différenciateur par rapport aux autres tablettes, c'est qu'on sait faire des tablettes avec des disques durs. Donc on n'a pas que du flash, vous allez voir, on a aussi des disques durs. Et une chose qui est un petit peu spéciale aussi, c'est qu'on donne au choix à l'utilisateur de ne pas acheter une tablette avec de la 3G au départ, on lui permet de l'ajouter après. Donc on a en fait de la 3G qui s'enlève sous la forme d'une clé USB, qu'on peut rajouter si on en a besoin après. Et la partager avec son PC. Donc voilà à peu près l'idée. Et ce qu'on apporte aussi au niveau des tablettes, c'est toute notre expérience multimédia. Je dirais qu'Android c'est bien, il y a pas mal de supports multimédia, mais ça ne sait pas tout lire. Nous on sait tout lire et on sait faire maintenant grâce à l'OMAP 4 du 1080p high profile en H264, mais je reviendrai sur ça plus longuement. Donc on a deux produits. La seule tablette Honeycomb qui est 4 tiers en 1024-768, encore un mouvement à 5 pattes, c'est celui-là. Et aussi un 10 pouces, plus classique en tout cas, en 16 neuvième. On est Honeycomb, on est certifié Google, on a toutes les Google Apps dans le quête. Et on a deux versions, une en flash et une en fait en disque dur. La seule différence par rapport aux deux produits, c'est l'épaisseur. Il y a 3 mm de plus sur le produit avec disque dur. D'ailleurs, en fait, si vous voulez m'interrompre pour poser des questions au fil de la présentation, ça ne me dérange absolument pas. Donc je veux bien la faire interactive ou à la fin, il n'y a pas de souci. Donc la nouveauté aussi, c'est qu'il y avait pas mal de personnes qui se plaignaient de l'Android Market qui ne marchait pas sur le Nova. Il y a une question déjà? Vas-y. À propos de la batterie, je vais répéter la question, ça va être plus simple. En fait, vous parlez de performance à 1,5 GHz, vous parliez de 1,5 GHz, de très bonne performance, etc. Combien d'heures de batterie ça peut tenir en vidéo, etc. sur Internet? Donc en vidéo, alors, d'abord, le premier élément de réponse technique, c'est qu'il y a du frequency scaling. C'est pas toujours du 1,5 GHz. Si on bloque à 1,5 GHz, ça va pas aller parce que ça va chauffer. Donc en fait, on a du thermal management et du frequency scaling et on descend jusqu'à 350 MHz. Par exemple, quand on décode en fait du 1080p, H264, on n'utilise presque pas en fait l'ARM Cortex. On utilise une partie de l'OMAP 4 qui est ce qu'on appelle l'IVA HD, qui est un DSP surpuissant avec des hardware codec. Et donc l'ARM en fait, il se repose à 350 MHz tant qu'on n'excite pas. Donc, en performance vidéo, je pense qu'on arrive à tenir à peu près 7 heures de vidéo continue HD sur le produit. À peu près. Donc bien sûr, si on est vraiment en intensif, tout le temps à 5 Go, ça va descendre. D'abord, pour se refroidir, on va le forcer à descendre, puis il va remonter, etc. Pour le thermal management. Mais normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, j'en parlerai aussi un petit peu. Donc,
On parlait de l'Android Market, il y a pas mal de personnes qui sont au courant, on a eu des petits problèmes d'installation d'applications sur nos produits. Donc c'est résolu dans le firmware qui vient de sortir cet après-midi, avec une nouvelle version de l'Android Market. C'est grâce à la nouvelle version de l'Android Market. Donc on doit être les premiers d'ailleurs à déployer cette nouvelle version des Google Apps d'ailleurs dans une tablette. Donc là je vais vous parler plus des modifications qu'on a faites dans le framework Android et qu'est-ce qu'on a amené en plus d'Android, ce qui fait qu'on n'est pas une tablette Tegra juste où on a fait Make et on a juste mis l'image Android sur le device. Donc d'une part, parce qu'on fait du multimédia, on a permis en fait à tout Android d'accéder à ce qu'on appelle les network share, les partages réseau, que ce soit en UPnP et en Samba. D'accord ? Pour Samba, ce qu'on utilise, pour descendre un peu plus tranquillement, en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout l'univers Android, et pour notre univers de tout ce qu'on utilise en plus, on utilise aussi une autre toolchain et on utilise un autre univers qui est un univers Buildroot où en fait on n'utilise pas Bionic mais la MuseLXC qui nous permet d'inclure d'autres paquets Linux standard. Donc on a inclus NBT Scan pour faire tout ce qui est découverte réseau, on a des parties de fusée SMB et on utilise CIFS pour avoir une bonne performance au niveau du throughput Samba. Et donc ça nous permet à peu près de streamer sur le Wi-Fi à peu près du 720p. Notre valeur ajoutée, bien sûr, c'est de l'avoir mis disponible pour toute application Android. C'est-à-dire en fait, tous ces... il y a une phase de découverte, par exemple des shares UPnP et Samba, et ils sont montés à un certain endroit où tout le monde peut avoir accès. Donc UPnP, on utilise une solution qui s'appelle DJ Mount, et voilà comment on arrive en fait à permettre à tout le monde d'une manière très transparente à utiliser par exemple son NAS chez lui où il a stocké toute la vidéo. On n'a pas envie de transférer des gigaoctets sur notre device pour pouvoir voir les vidéos. Ce qu'on a utilisé aussi, c'est le support USB host, donc un petit peu comme Parrot, avec VolD, etc. Donc on utilise tout ce qui est micro SD. On peut aussi utiliser des clés USB et des disques durs USB qu'on branche sur notre device. Oui, on a entendu toutes les demandes, parce qu'à un moment, on a deux ports USB en fait. On a un port USB ici qui est micro USB host, qui est normalement celui-là qu'on doit utiliser, puis on a un autre pour la clé USB. Et tout le monde, je ne sais pas pourquoi, veut utiliser le port avec derrière. Donc, selon les demandes, on est à l'écoute des utilisateurs. On a remis l'accès à ce port, on le restricte pas donc à la clé USB 3G. Je passe, comme j'ai de l'audience ici, juste que, attention, nous, on applique des politiques sévères de management d'énergie sur ce port USB, c'est-à-dire quand l'écran s'éteint, on coupe le fil USB pour pas qu'on consomme, on parle de batterie. Donc ça peut être un petit peu embêtant pour ceux qui veulent utiliser ce port-là. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a mis comme accessoire USB les USB Ethernet dongle. Pourquoi? Parce que chez soi, pour streamer du 1080p, le Wi-Fi c'est un petit peu léger. Donc ce qu'on a mis, c'est la possibilité de rajouter des dongles Ethernet. Je pense qu'on peut en acheter chez DigiExtreme un peu n'importe où, ça marche maintenant. Et donc ça permet de voir à peu près tout contour. Donc là, ce n'est pas des choses que Android supporte nativement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Android il a une priorité dans le Network Manager. Par exemple, quand on est en 3G et qu'on passe en Wi-Fi, le Wi-Fi prend le pas sur la 3G. Et là, donc, on a rajouté l'Ethernet qui prend le pas sur les... Donc on a modifié tout ça, aussi intégré des éléments d'UI pour dire qu'on est connecté, etc. Donc c'est pas quelque chose de simple, mais c'est quelque chose qu'on a fait. Je parlais de la 3G. Donc bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un seul stick, un seul plan de data pour les PC et notre tablette. Donc ça marche. C'est pas clair, Android, je pense que c'est inné la 3G à l'intérieur. Une 3G qu'on met et qu'on enlève, ça il n'aime pas. On a parlé par exemple des GPS, pas USB ou Bluetooth. Faire du removable GPS, c'est pas facile dans Android. On l'a fait dans la génération précédente parce qu'on n'avait pas de GPS. Là, c'est un peu la même chose.
Je pense qu'on fait quelque chose de différent de Parrot, où eux, on utilise mode switch aussi, etc. Mais ils font plutôt du tethering simple avec PPP. Nous, on fait, quand on met la clé, en fait, on fait vraiment du Dynamic Telephony Support. C'est-à-dire on supporte tout au niveau de Google. On a une RIL, une Radio Interface Layer complète, dynamique. Donc ça, on l'a implémenté, ça marche bien, c'était une des innovations et je trouve que c'est une certaine innovation. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de différent par rapport à l'année dernière? On a une approche unifiée du multimédia. Donc on a des applications spécifiques Arcos avec un cover roll. Donc là, on avait ça au niveau de la musique l'année dernière. Là, on a fait à peu près la même UI au niveau de la vidéo, avec une vue plutôt hiérarchique de notre contenu et qu'on peut classer. Donc on supporte en fait tout ce qui est file browsing pour pouvoir aller directement sur notre disque dur ou sur la flash, mais aussi on peut avoir des vues par librairie. Et comment on a fait pour tout ce qui est multimédia? Donc on récupère maintenant les infos multimédia du contenu online et ça nous permet de structurer ce qu'on a en interne. Donc là on voit à peu près notre audio, le player audio. Donc là c'est la vue en coverflow, après c'est une vue plus hiérarchique. Et là on peut notre player. Ici c'est la même chose pour la vidéo, et là c'est bon, on n'a pas mis d'image, mais là c'est à peu près l'UI de notre player audio. Donc tout ça repose en fait sur quelque chose qu'on a développé depuis 10 ans. Pourquoi on est bon en multimédia? En fait, ce qui se passe en multimédia, c'est l'horreur en multimédia, parce que les gens, ils codent bizarrement leurs fichiers, il y a énormément d'erreurs dans les flux, et il y a énormément d'erreurs dans les containers, et le savoir-faire d'Arcos, en fait, c'est de savoir contourner toutes ces erreurs pour pouvoir permettre à l'utilisateur de jouer n'importe quoi. Alors, on utilise pour ça toujours en fait un code natif, un multimédia engine qui s'appelle Avos. Vous voyez des fois quand vous regardez les process qui tournent. Et c'est là où on a vraiment beaucoup de différenciateurs. Par rapport à Android de base, qui joue. La plupart des tablettes ne jouent pas par exemple le répondeur AVI. Nous on joue du AVI, du MPEG-4, du MOV, du 3GP, du MKV, presque n'importe quoi. On supporte énormément d'audio codec et énormément de codec aussi vidéo. Le 6.4, en high profile, MPEG-4, WMV, MPEG-2, tout ça bien sûr en HD. Juste, je ne sais pas si vous avez essayé de jouer des vidéos HD sur une tablette Tegra, du 720p, un peu costaud. Bah, je ne sais pas si c'est amélioré, mais c'est du slideshow pour moi. Donc nous on y arrive, ça fait quelque chose de différent. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on gère bien les sous-titres, on s'est amélioré cette année encore. On supporte un peu tout ce qui est la couleur, les subs, les SRT, les SMI-SSA. On arrive maintenant même à ajuster le framerate et du time shifting sur les sous-titres. Ça on ne l'avait pas avant, pour essayer de pouvoir y arriver. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai sur mon slide, parce que ça vous ne l'avez pas encore, mais on l'a actuellement. C'est tout ce qui est, on peut télécharger automatiquement sur Open Subtitle en cliquant sur la vidéo, en filant le sous-titre directement comme ça. Vous n'avez pas à chercher trop longtemps. Et ce qui est marrant, c'est que bon, il a un système de gestion de somme, je sais pas, mais qui fait du best match et hop, ça trouve automatiquement le sous-titre. Ce qu'on a fait d'autre, c'est qu'on a intégré un Media Information Scraper. On nourrit les bases de données médias d'Android avec. Donc on utilise le MovieDB et aussi TVDB pour récupérer toutes les informations sur l'épisode, le titre, la pochette, les covers de tout ce qui est vidéo. Ce qui permet d'avoir une vue plus enrichie de un accès plus enrichi au niveau de notre multimédia. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Notre tablette, elle a un port HDMI. Et on peut la brancher sur la télé pour regarder le multimédia. Donc ce qu'on fait, c'est un simple clone de l'interface Android cette année sur la télé. Mais tout ce qui est multimédia et vidéo, lui, il est pixel accurate et il utilise l'écran complet. Bien sûr, quand on branche avec un câble HDMI sur sa télé, sa tablette, et qu'on s'assoit sur son divan, on a un petit problème parce que pour faire pause, c'est un petit peu difficile. Pour pouvoir interagir, c'est difficile.
Donc ce qu'on a conçu, c'est qu'on a fait une remote, une application Android universelle qui est sur Android Market, qui permet de prendre par Wi-Fi le contrôle de la tablette. Après, il y en a qui vont dire c'est pas Bluetooth, c'est Wi-Fi, il y a des raisons pour ça. Je peux en parler si vous êtes intéressé. Et du coup, on arrive à contrôler complètement notre tablette à distance, voilà, avec n'importe quel téléphone Android. Il y a une question, oui. Est-ce que vous avez une entrée HDMI? Est-ce que vous pensez qu'on va faire sur une tablette ou est-ce que c'est réservé au laptop? Donc une entrée, est-ce qu'on a une entrée HDMI sur nos tablettes? Non, on n'a que un output. Il y a des Google TV qui ont HDMI in et HDMI out. Pour l'instant, c'est un sujet d'intérêt pour Arcos. On est en train de regarder ça en interne. Ça pourrait qu'il y aurait, il se peut qu'il y ait des devices qui sortent un jour avec. Je ne vais pas mentir. Mais pour quelle application voyez-vous ça? Eh bien, par exemple, je voulais faire brancher la caméra ou la vidéocaméra directement sur une tablette pour faire du vidéo streaming. Donc de l'acquisition, etc. L'acquisition de la caméra, de la vidéocaméra sur la tablette. Pour après, faire du vidéo streaming sur Internet. Pour l'instant, c'est uniquement sur les laptops chers. C'est vrai. Ouais, c'est un bon point. Merci. Donc je continue. Donc ça c'est aussi, donc on ne travaille pas que sur nos produits, on essaye d'envahir le monde des téléphones. Après donc on a deux widgets multimédia pour pouvoir présenter nos contenus. Je vais passer assez rapidement. On a un file manager, parce qu'Android n'a pas de file manager par défaut. C'était un petit peu embêtant pour installer des APK, pour se balader, ouvrir des fichiers. Donc on en a fait un. Cette année on a essayé d'être un peu plus sexy. Donc d'abord, à quoi il sert notre file manager? Il permet aussi de se balader sur le réseau, faire tout ce qui est du browsing de network share. Il permet d'installer les applications facilement. Et cette année, en fait, on l'a fait en deux panneaux où on peut sélectionner, faire de la multiple selection et du drag and drop sur le deuxième panneau pour pouvoir faire des copies simples. Ils recoupent en fait un vieux double browser qu'on avait dans le temps pour ceux qui sont des nostalgiques d'Apple. Voilà. Une chose que j'ai entendue tout à l'heure et qui est terrible, c'est qu'il se trouve qu'une tablette, quand on ne veut pas l'utiliser, on veut qu'elle dorme. Et c'est vrai que les développeurs d'applications, ils ont tendance à maintenir tout le temps réveiller la tablette. Les téléphones, c'est normal, ça reste tout le temps allumé. Vous voyez, votre téléphone Android, au bout d'une journée et demie, il faut le recharger. Donc il y a des raisons, c'est qu'il y a beaucoup d'alarmes qui réveillent tout le temps le produit. Et aussi, ce qu'on appelle, ce qui permet pas de le mettre en veille, c'est ce qu'on appelle des wake lock, ça vous connaissez tous. Et donc nous, pour permettre de voir pourquoi notre tablette s'éteint pas et qu'est-ce qui consomme des ressources, on a fait ce qu'on appelle un système moniteur. Donc ce qu'on liste, c'est les verrous, donc les wake lock, par exemple ici. Ce qu'on a fait aussi, ce que tout le monde n'a pas accès à ça, on liste aussi les wake lock kernel, parce qu'il se trouve des fois que c'est le Wi-Fi qui reste éveillé, etc. Donc ça c'est un petit différenciateur, parce que pourquoi on peut faire des trous dans le framework à volonté, donc on a la maîtrise totale, donc on arrive à avoir plus d'informations. Et on a aussi toutes les applications qui sont disponibles qu'on peut tuer en un seul clic. Donc ça c'est pas mal pour pouvoir à peu près livrer de la mémoire et voir ce qui se passe. On a aussi notre propre Startup Wizard pour configurer complètement les devices, c'est-à-dire installer aussi des applications third party, faire la calibration, l'accès Wi-Fi. On n'a pas utilisé celui d'Android parce qu'on avait des petites fonctions en plus, parce qu'on fait aussi des tablettes pour des OEM, des personnes qui ont des demandes particulières. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a développé nous-mêmes. Donc, nos tablettes n'ont pas 1 giga de mémoire, ils ont 512 mégas de mémoire. Et tout le monde dit quoi? Pourquoi on va tous mourir? Mais ce n'est pas vrai, elles marchent très bien. Alors vous allez me dire, c'est vrai qu'on pourrait mourir, mais il se trouve qu'on a fait pas mal de choses pour que ça se passe bien. D'accord? C'est-à-dire qu'on a analysé extrêmement finement le code de Google, et comme il y a peu de personnes qui me croient, j'ai essayé d'être un petit peu plus clair où est-ce qu'on a modifié le code de Google. Donc là, c'est
C'est un tableau qui explique à peu près tous les acteurs de la mémoire, du management de mémoire dans Android. Et donc pourquoi ça se tourne bien sur nos devices? Parce qu'on a modifié l'Android Activity Manager. C'est celui en fait qui taille les process en disant ceux qui sont prioritaires, pas prioritaires, ceux qu'on peut virer, pas virer. Après c'est le low memory killer qui va les tuer, les buter. Et après il y a aussi au niveau de la mémoire, le Dalvik Memory, Virtual Memory Management avec les VM, etc. Donc donc on l'a implémenté. Donc on a modifié l'Activity Manager pour pas que par exemple les perceptible apps qui sont l'audio se fassent tuer quand on fait du web browsing et que ça commence à enfler. Donc ça, on a essayé que ça marche bien. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a amélioré la vitesse du memory management au niveau de Dalvik. D'accord. Si on regarde bien, il y a des choses un peu surprenantes dans le code de Google. Donc c'est des pistes pour ceux qui veulent s'amuser. Et on a complètement reparamétré les low memory killer threshold et tout ce qui est ce qu'on appelle les out of memory adjustment levels. Oui. À la limite, oui. Pour l'instant, on les a pas on a publié à Google en fait quand on a accès au code de Onécombe. Donc la question c'est est-ce qu'on peut reverser toutes nos modifications à Google. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on soumet nos modifications de code qui nous semblent pertinentes à Google. Après, c'est comme Onécombe, personne n'y a accès sauf certains élus dont on fait partie. Ça, c'est pas visible de votre part. Mais donc je ne peux pas forcément publier ça ouvertement. Mais comme on est seul à mettre 512 mégaoctets de mémoire, bien sûr, je suis tout à fait. Je veux bien le publier, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc c'est une réalité, on a travaillé là-dessus. Et si on trouve encore d'autres optimisations, on les mettra. Et c'est pour ça que notre tablette, disons, marche bien avec 512 mégaoctets. Le code de Google de départ, il n'est pas fait pour 512 mégaoctets. Et 512 mégaoctets, c'est énorme. Une application Android, ça existe pas. Donc c'est une réalité, j'espère que ça donnera quelques éléments techniques à ceux qui n'y croient pas. Voilà. Autre chose, une chose qui est un sujet un petit peu chaud, par exemple, il y a pas mal de players multimédia qui existent sur l'Android Market, qui jouent tout, par exemple. Et puis nous, on a nos plugins qui coûtent un certain prix. Bon. Et les personnes disent pourquoi je paierais votre plugin plutôt que d'utiliser un player third party que je trouve sur Android Market, ça marche bien, etc. Oui, mais ils n'auront pas l'autonomie qu'on a sur notre batterie. On a fait énormément d'optimisation, surtout sur le disque dur aussi, pour ne pas consommer. C'est-à-dire, on éteint le disque dur. Et ça, c'est quelque chose. Donc, en utilisant d'autres players que le nôtre, on va se priver de cette autonomie, ce gain d'autonomie. Donc, juste pour dire, ça fait 10 ans, comme je l'ai montré dans le premier slide, où on fait de l'optimisation, on intègre dans les devices des disques durs. C'est extrêmement difficile, c'est pas facile de le faire. Donc nous on passe par l'USB avec un USB to SATA bridge et puis le SATA on met le disque dur. Tout le monde dit mais c'est simple, quand on peut faire USB suspend et puis hop, tout va bien. Oui, mais si vous regardez, la couche fil de l'USB va consommer énormément et ça va nuire, elle s'éteint pas. Donc on est obligé de faire des choses, disons, assez compliquées, de réénumération, d'éteindre tout à la main comme si j'étais mis l'interrupteur dans la salle avec la lumière, et que tout se passe bien en ayant des managements de buffer, en préchargeant. Donc c'est un métier, c'est quelque chose qui n'est pas donné du tout, et qu'on arrive bien à faire. Et ça sera optimisé complètement avec notre player multimédia. Donc, aussi pour ne pas consommer, on a adjoint au modèle à disque dur une IMMC, une flash, pour installer toutes les applications, pour ne pas réveiller le disque dur sans arrêt. Donc on a une espèce de mécanique de cache qui utilise l'IMMC. Une autre chose qu'on a faite sur la tablette, c'est qu'on veut qu'elle dorme. Donc ce qu'on a implémenté, c'est quelque chose que les développeurs n'aiment pas.
que je n'ai pas activé par défaut, mais qui s'appelle un Deep Sleep Mode. Ce Deep Sleep Mode, qu'est-ce qu'il fait? Il tue toutes les alarmes pour que le produit il s'endorme vraiment. J'espère que l'autoradio de Parotte le fait, parce que si vous le laissez en veille dans la voiture, après-demain, peut-être que votre voiture ne démarre plus avec la batterie. Hein. Donc globalement, c'est ce que vous voyez sur votre téléphone. Donc nous on l'a fait. Ça ne fait pas plaisir aux développeurs qui veulent réveiller la tablette, mais en tout cas ça correspond plus à un use case de tablette multimédia. D'accord. Donc on se bat contre les alarmes et les applications. Bon, je vais conclure. Bon, quel est notre point fort sur la Gen 9? On est plus rapide qu'Integra. On a notre multimédia qui est supérieur. Au niveau stockage, 250 Go au niveau disque dur, bon, je pense que c'est difficile de faire mieux. On a de la 3G on demand, on peut laisser le choix à l'utilisateur de l'ajouter après. Okay. Et on a une tablette, somme toute, qui n'est pas chère. Elle est à 249 €. Ok. Au négo. Oui. La bombe. Vous voulez que je fasse open bomb avec vous? Je dirais une règle classique, à peu près, je sais pas, la bombe je ne vais pas vous la détailler, mais globalement, entre la bombe et le prix de vente, il y a toujours un facteur 2 à peu près. Ok. Après, ce que je voudrais... Une autre question. La bombe, c'est le bill of material, c'est-à-dire en gros le coût au niveau composant quand on achète tout pour faire une tablette. Alors après, nous n'oublions jamais nos utilisateurs. C'est-à-dire, nous essayons de maintenir les plateformes, pas forcément les versions d'Android, mais stabiliser les plateformes et continuer à donner de nouvelles fonctionnalités. D'accord. Actuellement, on a en préparation, et ça va arriver, un serveur d'Elena. On a le téléchargement de sous-titres qui va s'améliorer encore mieux. Je ne sais pas si vous êtes amusé avec les tablettes Onecom. Qu'est-ce que vous pensez d'LTP? C'est chouette pour mettre du contenu sur les tablettes? Je ne sais pas. Pas de réponse, tout le monde est satisfait alors. Nous, on trouve que c'est un petit peu difficile sur macOS. Par exemple, sur macOS, l'outil de Google génial, il est limité à un transfert de fichiers de 2 gigaoctets. Ça fait mal quand on veut mettre du HD. Hein. Donc sur vos tablettes, on ne peut pas mettre plus que 2 gigas. Je ne sais pas si vous trouvez des films HD de moins de 2 gigas, c'est difficile à trouver. Donc plutôt 10 gigas. Bon, donc nous allons développer des solutions parallèles pour permettre, disons, à nos utilisateurs de mettre plus facilement du contenu sur nos tablettes. Pour le monde Linux et le monde des Mac. Le monde de Windows ou des comptes. Voilà. Donc tout à l'heure vous disiez que la clé USB, la clé 3G peut être revue séparément par rapport au device. Mais dans ce cas-là, on peut mettre n'importe quelle clé 3G dedans et uniquement la vraie. Non, nous on n'est pas comme Parotte. Plein de tout, rien que pour le truc. En fait, normalement le prix d'une clé 3G, je vais répondre en deux étapes. Le prix d'une clé 3G, c'est à peu près 100 € quand on va l'acheter dans le commerce. Nous, on l'a fait à 49. Okay, donc elle n'est pas chère. Et on a une petite spécificité, c'est que la clé 3G, elle a une intégration mécanique parfaite avec notre code. D'accord. Et donc on préfère qu'on mette vraiment notre clé 3G. Et le troisième point, c'est pour avoir en fait une reel super adaptée, pas faire qu'une solution tethering, mais vraiment avoir complètement comme si la tablette avait la 3G au niveau d'Android et une complète compatibilité. Il faut que ça soit un code spécifique pour la clé. Donc on n'a pas pu faire, on pourrait l'ouvrir en tethering par USB, oui, mais on n'en voit pas l'utilité. Pour vraiment faire de la 3G à la Android et que ça soit, il faut notre clé. L'abonnement 3G qui est dedans. Donc on fait des partenariats avec des opérateurs. Je sais pas, on a fait pas mal de bruit à Arcos avec l'offre de la tablette à 1 € par jour. Là on a fait une offre avec Bouygues, on en a annoncé d'autres. Et puis on va faire des offres spécifiques avec des opérateurs et des bundles, etc. Ça arrive.
Alors, on a plein d'autres choses aussi techniques en préparation. Le prochain challenge pour nous, bien sûr, c'est Ice Cream Sandwich. Le seul qui a accès à Ice Cream Sandwich pour l'instant, c'est Samsung avec Texas Instruments. On a une bonne nouvelle quand même, c'est que donc, la Google Experience Device, le Nexus 4G, il utilise un processeur qui est du 4460 au 24 Ti. On se sentait un petit peu seul au niveau Honeycomb parce qu'on était la seule tablette qui était non Tegra. Là, je pense que ça nous positionne bien pour être, disons, arriver assez rapidement à faire de l'ice cream sandwich. Est-ce qu'on va pouvoir mettre la Gen 9 sur Ice Cream Sandwich? Je ne peux pas répondre à cette question pour le moment. Pourquoi? C'est simple, c'est que je n'ai pas vu le code d'Ice Cream Sandwich. Personne d'autre l'a vu. Il y en a beaucoup qui disent l'avoir vu, mais on a des confirmations par Google que c'est pas le cas. Il n'y a qu'un. Donc nous, on attend certainement début novembre la publication du code. On est dans les starting blocks avec TI et on va faire cette course, bien sûr. Nous, on est tout petit, Arcos, on n'est pas 100 pour développer, mais par contre, Honeycomb, on l'a porté en 2 mois et demi, 3 mois. Donc on a cette capacité, on a des très bons développeurs et donc je vais finir sur cette touche d'espoir sur la Gen 9 et Ice Cream Sandwich, mais vous verrez l'Ice Cream Sandwich. Voilà, ça finit ma présentation, et puis je vais répondre à quelques questions si c'est permis. Oui, bien sûr. Une question pour toi, Marc. L'intérêt de ce soir, c'est d'avoir deux sociétés françaises pour le coup qui travaillent tous les deux en parallèle sur Android. Est-ce que vous avez des liens avec d'autres sociétés qui travaillent sur les mêmes environnements? En fait, c'est vrai, c'est la première fois que je rencontre les personnes de Parrot et qu'on a des échanges techniques. Et en regardant leur présentation, en fait, j'ai vu plein de problèmes, parce que moi j'ai commencé à Android 1.0, donc ça fait mal. Donc 1.5, il y a pas mal de choses qu'ils ont fait, qu'on a fait aussi. Je pense qu'on pourra avoir plus de synergie entre les deux boîtes. Après, c'est une question du temps. Nous, on est toujours, c'est toujours à l'arrache, en fonçant, hein, c'est clair. Mais ce qui fait aussi notre spécificité et notre force. Donc c'est vrai qu'on ne se distrait pas beaucoup, mais je pense que oui, c'est une opportunité. Je pensais qu'on était les seuls constructeurs Android, bon maintenant c'est pas vrai. En plus, je pense que dans l'avenir, il se pourrait que Parrot aussi utilise des processeurs qui soient de la même marque que nous, je ne sais pas, je ne devrais pas le savoir. Donc quelque part, oui, il y a un terrain fertile pour une entente à venir. Oui. Vous parliez de Android Ice Cream Sandwich, est-ce que vous offrez une solution de mise à jour pour les tablettes J'espère. Je n'ai pas vu le code, donc je ne peux pas me prononcer parce que je ne vais pas, disons, me commettre sur quelque chose. Il faut vraiment qu'on analyse, mais on va essayer. Après, est-ce que c'est possible? Je répondrai ça. Mais on va essayer en tout cas. Ça, c'est mon commitment. Je voudrais savoir si vous avez intégré du Bluetooth Low Energy 4.0. Le BLE4, oui, le BLE c'est super. C'est pas encore supporté sous Android. Voilà. Donc après, nous on fonctionne. Donc déjà, il y a un bas niveau driver, etc. Ça, on devrait pouvoir l'avoir. On le considère. Il y a une chip qu'on intègre des migrations vers le Bluetooth Low Energy. Pour tout ce qui est domotique, etc., ça pourrait être un plus. C'est quelque chose qui est envisagé à l'intérieur d'Arcos pour le moment, mais on va voir comment ça se décante et ça n'a pas réussi dans Android. Après, c'est un grand effort d'intégration. Oui. Non, pas pour le moment. On peut faire du SIP avec nos tablettes. C'est une tablette, maintenant vraiment on s'est focalisé sur les tablettes. J'ai une question. Vous avez apporté pas mal de modifications en Android. Est-ce que vous avez eu pas mal de difficultés à certifier? Non. En fait, le processus de certification, il est
Il faut savoir qu'il faut vérifier qu'il y a un certain nombre d'applications tournent sur le device, ça a été fait. Faut avoir déjà parlé à pas mal avec Google, c'est des contrats. Et puis après, il y a toute une suite de tests qu'on doit passer. Une fois qu'on passe ces tests de compatibilité, qui changent à chaque fois, et il y en a plus de 13 000 maintenant, et ça met 6 heures pour valider une plateforme, et ça doit être fait à chaque firmware, mais globalement, ça se passe bien et on n'a pas eu de difficulté. Les personnes avec qui on a travaillé avec Google sont formidables et c'était assez facile. Oui. Et l'accès au code de Nécombe va être compliqué? Non. Mais ça fait très longtemps qu'on parle avec Google. Depuis le début. C'est juste, on n'est pas arrivé à converger vers des hardware requirements et cette année ça a été magique, c'est arrivé. Ils ont fait des tablettes, on faisait des tablettes, finalement on s'est rejoint. En fait. Il y a une chose, une petite chose que je vais rajouter sur un sneak preview, c'est je ne sais pas si vous avez, est-ce qu'il y a combien de personnes qui ont une tablette au Nécombe? Lève la main. Ok. Qu'est-ce que vous pensez sur Nécombe du browser de Google? Est-ce qu'il est bien, rapide, super? Hein? Le navigateur. Parfois, on a des problèmes sur des sites où on comprend notre navigateur. Mais ça affiche des petits carrés 300/300, petit à petit, etc. Et quand il y a le plugin Flash, c'est super lent. Donc moi, j'ai été surpris parce que j'ai trouvé ça une régression par rapport à nos tablettes sur OMAP 3 de l'année dernière, même si on a un peu de processeur. Et j'ai été surpris. Donc on a essayé de voir pourquoi. C'est pas notre tablette, elle était exactement la même performance, etc. Et je pense qu'on va arriver à faire mieux. Voilà. On a regardé comment c'était le Tiling Manager de Google et je pense qu'on donnera à Google notre code. À Stream Sandwich, il paraît que tout est résolu. Mais moi j'étais en tout cas surpris. Donc ça aussi, je vais vous dire, on va améliorer ça et on va le rendre disponible pour les utilisateurs. Oui. Vous dites que la télécommande pour la tablette, on peut les connecter à la télé, on la monter en Wi-Fi et en Bluetooth. Pourquoi? Ah, bon allez, je vais vous parler. Notre télécommande aussi, on a un mode qu'on n'a pas activé encore, qui est de déporter l'écran. Imaginez que vous jouez à Angry Birds. Comment jouer avec les flèches à Angry Birds? C'est pas facile. Donc on a un mode où on va pouvoir avoir un slow frame rate, en fait une représentation de la télé, de telle sorte qu'on a en fait la tactilité de l'écran télé déporté, tout petit, resizé, pas beau, mais où on va pouvoir en fait mettre le doigt sur le lance-pierre là pour lancer, et après on regarde sur la télé et ça. Donc ça nous demandait un petit peu de débit, d'accord? Et on a préféré le faire en Wi-Fi. Et on avait des protocoles de discovery, etc. C'est pour ça. Ça viendra, on va le mettre. Oui? Qu'est-ce que vous pensez du partenariat Google et Motorola? Google et Motorola. Oui, parce qu'il y a assez récemment des solutions avec Google, les différents vendors de l'appareil Android. C'est un peu plus la course pour avoir les appareils en premier. Oui. Bah, là, c'est Samsung qui l'a eu, pas Motorola. Donc, non. L'avenir, je pense, ce que nous dit Google, ce qu'on peut lire sur la presse, je ne vais pas faire mon commentaire personnel, je vais dire, c'est qu'il y a eu un patent push pour pouvoir acquérir un portfolio de patents, parce que vous savez qu'il y a pas mal de problèmes là-dessus autour de Google. Et après, d'abord, le deal n'est pas complètement validé au niveau US, et Motorola, pour l'instant, opère comme une entreprise plus ou moins indépendante. Donc il n'y a pas de préférence, et Google s'exprimait plusieurs fois sur le sujet, et en tout cas, on ne voit pas de manifestation de ça à notre niveau. Donc pour l'instant, nous, on est serein. On sait que le code d'Ice Sandwich va être publié, ce qui n'était pas le cas de Nécombe. Pourquoi ce n'était pas le cas? Parce qu'ils voulaient maîtriser la convergence, en fait. TV, téléphone, tablette. Si ils avaient mis leur code ouvert, il y aurait un cyanogène qui l'aurait remis sur les téléphones et ils n'auraient pas été maîtres, en fait, de cette convergence.
Donc ça a toujours été... donc pour le moment, pour nous, rien n'a changé et on est serein en tout cas en tant qu'Arcos ou Pas de Android en préparation. On est... Arcos est opportuniste. On regarde toujours tout. On a fait des tablettes Windows, il y a Windows 8 qui arrive, on ne va pas le négliger. Il y a, on voit, et moi ça me fait pleurer, disons, l'univers Linux se resserrer quand même. Android c'est du Linux, mais quelque part, ce qui se passe c'est un petit peu triste. Mais donc il y a une convergence forte en ce moment, iOS, Android, et peut-être Windows, je ne sais pas. Mais donc on reste toujours ouvert, oui, on reste ouvert, mais pour l'instant notre stratégie elle est claire. Et on doit continuer sur Android. Est-ce qu'on peut voir ça un peu comme un Apple qui a un peu verrouillé le marché? Oui. Apple qui maîtrise le soft, le hard, et Google qui doit faire pareil. Je ne crois pas. D'accord. Personnellement, là ça n'engage que Marc de Cormier. Oui. Est-ce que la tablette supporte le NFC et à terme NFC? Est-ce que la tablette supporte le NFC? Non. Et est-ce qu'on va le supporter dans la prochaine génération? S'il y a un engouement et vraiment... Pour l'instant, c'est pas trop considéré, mais on reste en éveil là-dessus. Par contre, avec tout ce qui est Android Things, pour faire générer des relations. Oui, pour pairer plus facilement en DirectLink après en Wi-Fi, pour changer les credentials, oui, c'est vrai que c'est pas mal ça, mais on l'a pas encore. Une dernière question alors. Oui, Daniel. Marc, qu'est-ce que vous... Une dernière question sur la concurrence. Qu'est-ce que vous, chez Arcos, vous regardez de près plutôt par rapport à la concurrence, en termes notamment software? Qu'est-ce qui concerne? Est-ce qu'il y a des choses que la concurrence fait côté software que vous ne savez pas faire, par exemple, que vous n'avez pas les moyens matériels de faire? Pas trop. Je dirais par exemple les devices de référence comme OnLiveStream Sandwich qui vont sortir en premier, ou la Motorola Xoom au départ, par exemple, c'était vraiment un portail direct de des contenus, quoi, je dirais. Hein. Et après, il y a des choses un peu complémentaires en multimédia, donc bien sûr, moi j'ai toutes les tablettes, je regarde un peu ce qu'elles font. Au niveau multimédia sur Tegra, j'étais quand même très déçu, même sur tout ce qui est Acer, Asus, etc. Bon, elles sont des bonnes tablettes. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils font qu'on devrait faire? Pour l'instant, j'en ai pas vu, mais si globalement il y a des besoins, etc., remonter ces réformes, moi je lis les forums, je poste personnellement sur les forums, et moi je suis à l'écoute de toutes les demandes. Donc s'il y a vraiment un trou, bien sûr, si ça concerne 0,001% des utilisateurs, je ne le ferai pas. Hein, mais si vraiment il y a un engouement et un use case, on le fera. C'est ça aussi, Arcos, on est capable de le faire assez rapidement. Surtout le graphique notamment. Sur personnalisation du launcher, on le voit tout de suite, par exemple sur les Samsung, ça est clair. Moi, j'aime pas trop les personnalisations des launchers, j'aime bien mettre une petite couche Arcos, mais quand même garder la philosophie, reconnaître que c'est donné con. Après, il faut faire la course avec Google, c'est pas forcément... et puis les développeurs, les utilisateurs n'aiment pas forcément ça. Donc, mais personnalisation du launcher, on fait quelques widgets, oui. Après, nous, on essaye de rester collé là-dessus. Après, on laisse à d'autres personnes le loisir de développer des launchers et de les intégrer, de les utiliser à la base. Oui. L'essentiel du modèle de RAM, ouais. Vous avez dit que le système tournait bien dedans. Est-ce que le jeu, surtout ceux qui ne s'attendent pas à ça, tournent bien dedans? Oui. En fait, on a utilisé, moi j'ai installé pas mal de jeux qui tournent très très bien. Un jeu qui soyons précis, je pense que quand on quitte tout, on peut arriver à peu près à plus de 230 mégaoctets libre. Okay. Donc globalement, si l'activité en foreground a besoin de mémoire, le low memory killer et en fait tous les autres process vont dégager petit à petit. C'est lui qui reste en priorité. Donc après, pour avoir un jeu qui utilise plus que 200 mégas de mémoire, là, il faut quand même y aller très très fort. Angry Birds, j'ai pas trop de oui. Non mais d'autres jeux comme Master of Stephen, je sais pas quoi, oui, en jeu en 3D, il n'y a aucun problème. Au niveau 3D, au niveau benchmark, on est plus rapide sur pas mal de points que le Tegra 2.
Donc le moteur 3D, il est très très bien. Marc, merci beaucoup. Merci. Merci aux speakers, merci donc à Parrot et Arcos et à S2I qui est notre sponsor.